Quand on dit agroforesterie, il faut juste comprendre l'association arbre et l'agriculture. Et c'est une association qui est bénéfique. Bénéfique beaucoup plus pour l'agriculture parce que l'espèce qui est choisie, c'est une légumineuse. Donc parmi les légumineuses, on trouve les acacias. Mais au-delà des acacias, vous avez les haricots, c'est une légumineuse, les lecenas, qu'on a utilisé par le passé très longtemps. Il y a toute une série, c'est la famille des légumineuses, parce que quand vous prenez au niveau des racines de ces espèces, vous allez prendre même une plantule d'haricots, vous allez voir qu'il y a des boules sur les racines. C'est ce qu'on appelle des nodosités. Alors, les chercheurs ont montré que grâce à ces nodosités, la plante fixe l'azote atmosphérique et ramène cet azote au niveau des feuilles. C'est comme ça que ces espèces légumineuses, les légumes, les autres et les haricots, hein, poussent même sur des sols qui sont très pauvres. Parce que ça a la capacité de générer son azote sur les feuilles. Alors, on a utilisé ces principes des légumineuses, hein, je répète, à cause des nodosités. Ça absorbe l'azote atmosphérique, ça ramène ça au niveau des feuilles. Donc ici, quand vous faites l'analyse, vous trouvez beaucoup d'azote. Or, l'azote, c'est un des grands composés des engrais avec les potassium et les calcium. On parle des NPK, je crois, dans ce mélange-là. Et voilà que vous avez ce processus qui est naturel. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la restauration des paysages qui sont dégradés. Ici, à l'époque, c'était une forêt. Quand je dis à l'époque, ça veut dire il y a plus de 200 ans. Unilever est venu, il a coupé pour transformer la forêt. Et quand on parle d'une forêt, ça veut dire qu'on a une diversité d'espèces. On a transformé l'écosystème avec une monoculture. Or, quand vous vous réduisez la biodiversité, l'écosystème devient instable. Là où il y avait une forêt, ça veut dire qu'on a plus de 100 variétés d'espèces qui sont là-bas. On remplace par la monoculture de palmiers à huile qui absorbe des éléments du sol sans reconstituer. Et la plupart des fois, on utilise les engrais chimiques qui ont montré leurs limites. Et au fil des années, les plantations, 100 ans après, les plantations ne donnaient pas. Et les communautés ne pouvaient même plus utiliser ces terrains pour faire de l'agriculture. C'est comme ça que quand nous sommes arrivés ici il y a plus de 10 ans, il y avait beaucoup de cas de malnutrition parce que rien ne pousse sur ces sols-là. Et nous avons pensé que la solution, c'était l'agroforesterie. Moi, j'ai eu l'avantage de travailler dans un programme agroforestier à la faculté des sciences à Kisangani, où des collègues ont produit même des thèses pour analyser tous les processus d'agroforesterie. Et j'ai fait la vulgarisation pendant plus de 20 ans, l'agroforesterie, et j'étais convaincu avec mes amis ici que la solution, c'était l'agroforesterie. Et nous avons commencé 20 hectares d'expérimentation. On va voir, hein, autour du musée, là. C'est là qu'il y a les premiers 20 hectares. Et on a eu des résultats. En fait, ces feuilles-là, c'est ça le processus. Ces feuilles tombent, comme vous pouvez le voir ici, et se décomposent sur un sol qui est pauvre, mais en se décomposant, ça laisse de l'azote. Ça fait que lorsque vous plantez Donc on peut planter ici. Oui, lorsque vous plantez maintenant ici les maniocs, les maïs, ça vous donne un très bon rendement. Je pense que vous avez été à Ibi, qui a une longue expérience d'agroforesterie là-bas. Au fait, le modèle que nous sommes en train ici, on est en train de répliquer le même modèle qui a été testé d'abord à Mampou et ensuite à Ibi et maintenant ici et dans d'autres endroits où vous avez ça comme solution. Je dois vous dire qu'il y a ce principe d'agroforesterie met à mal les gens qui produisent les engrais chimiques. Hein. C'est des bonnes guerres. Ils doivent utiliser cet argument pour décourager les gens à faire de l'agriculture durable. Hein. Donc, c'est comme ça que
il y a trop de choses qui se racontent, mais là, nous avons des données scientifiques. Hein. On peut vous produire des documents qui montrent les avantages d'agroforesterie. On a essayé à Mampou, parce que l'historique d'Acacia est parti de Mampou. On a fait plusieurs essais, mais la variété qui a donné de bons rendements dans les mêmes conditions comme à Mampou, c'est l'acacia. Okay. Au départ, on avait utilisé une autre variété d'acacia, c'est Acacia auriculoformis, mais qui n'a pas beaucoup de biomasse comme l'acacia mangium ici. Ici, l'avantage, vous voyez, que c'est des feuilles qui sont larges. Or, nous cherchons à avoir beaucoup de biomasse. C'est comme ça qu'ici, on a privilégié de faire les reboisements par les acacias. Et c'est en tête de rotation. Après autant d'années, lorsque les arbres, parce qu'au milieu ici, il y a plein d'arbres fruitiers, on va avoir un verger avec des arbres fruitiers et en dessous, on aura déjà reconstitué le sol. Donc, c'est vraiment une méthode naturelle qui ne nécessite pas des engrais chimiques parce que les engrais chimiques ont montré leurs limites. Vous avez le cas de Bukangalonzo. Lorsque ce projet a commencé, nous, on a fait la promotion de l'agroforesterie. Mais lorsque vous êtes face à des multinationales qui ont intérêt à vendre leurs produits chimiques, les engrais chimiques, ils s'entêtent, ils ont des grands lobbyistes qui montrent que ce genre de discours que Acacia, ça fait 10 ans qu'on est ici. Mais est-ce que vous avez vu là où on a été qu'il y a des problèmes d'approvisionnement des sols? Au contraire. Là où rien n'est poussé, aujourd'hui ça pousse. Dans ces milieux ici, il y a eu de grandes plantations de palmiers à huile. Et les bénéfices de ces plantations n'étaient pas en faveur des communautés. Donc ces gens qui ont produit, quand ils avaient des bénéfices, ils faisaient des œuvres caritatives. Parmi ces œuvres-là, ils construisaient des musées. Et parmi les musées, vous avez les musées de Londres, de New York. Il y a beaucoup de musées qui ont été construits avec l'argent des plantations. Alors, lorsque nous avons commencé ici, c'était un milieu où il y avait une historique de plantation. Et parmi les partenaires, nous avions des artistes qui ont commencé à encadrer les jeunes qui ont grandi dans la plantation à faire de l'art. Et nous autres, nous étions intéressés par les volets agroforesterie. Ils font des œuvres d'art, principalement en argile, comme vous avez vu là-bas. Et ils transforment, ils font des œuvres d'art. C'est toute une historique qui explique un peu tout ce qui s'est passé, l'histoire des plantations. Ces œuvres d'art, quand on a fait les premiers essais, on les a scannés ici à Lusanga et on a reproduit les systèmes de 3D en 3 dimensions, on les a scannés. On a reproduit les mêmes œuvres en chocolat. Et on a commencé à vendre ces chocolats. Les premières retombées de ça, c'est ça qui nous a permis d'avoir les 20 hectares. Donc vous voyez que ce sont les artistes qui produisent les œuvres d'art. Ces œuvres d'art nous aident à financer la plantation. À l'époque, c'était la plantation qui finançait les musées. Et nos amis et nous tous, on a les rêves d'inverser la tendance, que les musées, l'art puisse financer la plantation. C'est comme ça qu'eux, ils sont des artistes planteurs. Parce que quand ils ne sont pas en train de faire les champs, ils sont dans l'art. Et je pense que c'est un des rares programmes qui associe les deux, l'art et la plantation. C'est comme ça qu'ils sont des artistes planteurs. Quand vous les appelez artistes tout court, c'est pas complet. Quand vous appelez planteurs tout court, c'est pas complet. C'est comme ça qu'eux, ils sont des artistes planteurs parce que dans leur vie, ils plantent les arbres et ils plantent les cultures vivrières, les arbres, et ils sont dans l'art. Et l'art est en train de financer la post-plantation. Parce que la première plantation, c'était une monoculture. Vous allez voir maintenant à l'intérieur, on essaie de mettre plusieurs variétés d'arbres fruitiers, des arbres à chenilles. On essaie de reconstituer les paysages qui étaient ici avant la destruction méchante par les Unilever. On a eu la malchance d'avoir un voisinage assez compliqué. Un voisin qui s'appelle, comment il s'appelle, Papi, qui nous a pris comme ça 60 hectares.
Nous sommes allés en justice depuis presque 5 ans maintenant avec lui, où nous avons montré les documents que nous avons. Nous avons des certificats de ces terrains, certificats, et lui a une note d'un chef coutumier. Et depuis lors, nous sommes en procès. Il n'a jamais été condamné, on ne nous a jamais restitué nos terrains. Et au-delà de ça, voilà qu'il trouve du plaisir à mettre du feu. Nous avons mis, vous allez voir, comme ici, c'est un coupe-feu pour éviter que le feu ne traverse, parce que c'est des choses, dans cette zone aussi, il y a eu beaucoup de feux de brousse. Les gens sont en train de chercher des petits les gibiers, les gens qui viennent avec des vaches, ils ont besoin de fourrage, ils mettent le feu. Et voilà que on a appris il y a quoi, un mois qu'il a mis le feu, on a perdu, c'est maintenant combien? 14 hectares complètement. Évidemment, quand on voit les autres, on peut aller à plus de 20 parce que les 14, c'est des hectares qu'on ne va plus récupérer. Ça a tout détruit, mais là, vous voyez encore l'impact de ces feux. Et nous avons encore déposé notre plainte au parquet depuis une semaine. On attend voir comment l'État va essayer va nous dédommager pour tous les effets. Un travail de longue haleine, ce qui prend de patience, et en 2 jours, parce que ça a pris pratiquement 2 jours. Et on a minimisé les dégâts parce que nos équipes se sont mobilisées pour arrêter ces feux, sinon on allait prendre une centaine d'hectares. Donc on espère que notre plainte sera cette fois prise au sérieux. Et les premiers dossiers étaient à Boulungu. 5 ans après, nous sommes en train de mener des marches pour délocaliser les dossiers et l'amener soit à Kikwit, soit à Bandundouville, parce que il faut que la justice nous remette dans nos droits. Comment quelqu'un qui a un certificat qui n'est jamais contesté peut ne pas utiliser son terrain parce qu'il y a un monsieur qui est boucher, qui a de la viande, qui sait utiliser son influence pour nous empêcher. Et au-delà de ça, il vient détruire tout le travail que nous sommes en train de faire ici. On espère vraiment que avec les retours des chenilles, c'est un indicateur. Nous pensons que plus tard, nous pouvons espérer voir les petits mammifères rentrer progressivement. Mais là, ça va prendre encore du temps parce que la chasse est assez sévère dans cette zone ici. Nous avons une forêt à côté, en face. Quand nous avons commencé le projet, on avait à peu près 700 hectares. Aujourd'hui, quand vous allez dans cette forêt, c'est à peine qu'on va avoir 200 hectares parce que les gens, non seulement ils font la chasse, mais ils sont en train de couper, transformer une forêt naturelle en des fermes. Donc, cet aspect de chasse-là, ça nécessite que l'État puisse prendre des responsabilités pour limiter la période de chasse. Ça fait que s'il y a une antilope qui s'hasarde à entrer ici, vous allez voir comment tous les villages vont se mobiliser pour chasser ça. Aujourd'hui, on est dans les 116, mais le jour où on va arriver à notre rêve, c'est d'arriver à 1000 hectares dans cette zone. Certainement qu'il y aura un retour progressif de la faune mammalienne.